Bonjour à toutes et à tous, Cité Senior s'invite chez vous. Aujourd'hui, un thème très important, celui de la santé durant ce confinement. Alors, vous nous avez envoyé plein de questions à ce sujet. Eh bien, pour y répondre, et dans le cadre du cycle « À votre santé », Irène Bonada, gériatre, et Cyrus Azegui, psychiatre et psychothérapeute, eh bien, ils seront là maintenant pour répondre à toutes ces questions. Alors bonjour à tous. Donc l'idée des responsables de Cité Senior aujourd'hui, c'était de faire en sorte qu'au lieu de tenir nos conférences à votre santé avec le public, c'est que nous nous adressions au public par le biais des caméras afin que nous puissions répondre alors essentiellement à des questions qui ont été posées à Cité Senior par le biais d'une centrale concernant le virus. Alors, je précise juste que et le docteur Azegui que vous connaissez et moi-même ne sommes pas des spécialistes en virologie ni en infectiologie, mais qu'en fin de compte, nous tenterons de répondre à un répertoire de questions que nous avons tenté de résumer. Comme l'a dit la docteure Bonada, nous allons traiter le problème sous un aspect assez général et nous intéresser aux conséquences médicales, aux problématiques médicales liées au virus, mais également aux problématiques psychiques qui en découlent, qui ont trait aux difficultés à s'adapter à une maladie, à une épidémie, et aussi aux mesures de confinement particulières qui nécessitent une adaptation compliquée pour certains. Alors d'abord, il y avait des questions concernant essentiellement le virus et sa propagation, avec des questionnements également par rapport à la tenue en fait, ou la virulence du virus en fonction des surfaces. Alors, que ce soit clair, la propagation, comme je le vois craindre dans ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas une propagation qui se fait par le biais du ciel ou de l'extérieur, qui fait que les personnes sont convaincues qu'en sortant, elles se mettraient plus à risque d'être contaminées qu'en restant à l'intérieur, d'où l'idée de ne pas sortir à tout prix. Donc, je voudrais qu'on mette l'accent sur cela afin d'éviter toute confusion et donc de préciser que si on contamine, si on est contaminé ou on risque de se contaminer avec le virus, c'est pas parce que l'on sort et qu'on est protégé en étant à l'intérieur, première chose. Ensuite que, essentiellement, c'est une propagation qui est liée aux particules qui sont infectées que l'on crache, donc ou qui sont émanées de nos respirations. Donc, en gros, c'est le nez, la bouche, la source. Et puis, la deuxième source, ce sont les mains qui toucheraient des surfaces, quelles qu'elles soient, porteuses du virus. Donc, il est clair qu'une fois qu'on a compris cela, on comprend également mieux quelles sont les consignes de base que l'on nous donne par rapport à la propagation et à la distanciation sociale. Donc, les projections, notamment les plus virulentes, sont celles orales, de quand on parle, évidemment plus de quand on tousse ou de quand on éternue, parce que là, les projections seront, vous le pensez bien, plus abondantes et vont aller plus loin, mais essentiellement les projections d'une conversation verbale, comme celle que j'ai maintenant, on dit que pour être, je dirais, un minimum protégé, il faut en tout cas être à 1,5 m, 2 mètres, pour être le moins susceptible de recevoir les projections de l'autre, éventuellement porteuses du virus. Première étape. Seconde, on nous a demandé quelle était la durée de vie du virus sur les surfaces. Alors, on n'a pas, parce que simplement on n'a pas la connaissance encore suffisante du virus pour pouvoir répertorier cela de façon distincte, mais on a donné des grandes lignes comme étant au plus, je dirais, long, 3 heures, on a même été jusqu'à 6 heures, mais probablement avec une virulence moindre, et les surfaces étant celles qui sont lisses, ou également peut-être mettre l'accent sur le véhicule que peuvent être les animaux de compagnie, notamment pour les personnes âgées, chiens, chats, les poils manipulés par la personne porteuse éventuellement du virus ou même malade, qui prend son chien, qui le caresse, ou la même chose pour un chat ou un quelconque animal de compagnie, fait œuvre de surface également.
Donc ça, il est clair qu'il faut le répéter, dans la mesure où on voit beaucoup de gens se promener avec leurs animaux de compagnie, d'autres personnes les toucher, d'accord? Et donc ça, c'est un vecteur quand même potentiel dont il faut quand même, à un moment donné, parler. Par rapport aux surfaces, on pense que la charge virale sur les surfaces, quelles qu'elles soient, donc aliments, sol, plan de travail, ces surfaces-là sont des surfaces qui portent une quantité de virus probablement moins grande et donc moins virulent qu'une projection, donc notamment salivaire. Voilà pour la propagation et voilà un tout petit peu pour la durée de vie. Je pense avoir résumé les quelques questions avec à nouveau quelque chose qu'il faut souligner. On nous demande au niveau médical global, mais même au niveau des spécialistes, d'être très précis par rapport à des questions qui angoissent la population, notamment en termes horaires, propagation, temps. On essaye d'être le plus large possible en restreignant le plus possible aussi le fait que les gens puissent être sauvegardés, donc protégés, mais en même temps, il y a des notions temporelles précises que l'on n'a pas concernant le virus. Maintenant, il y avait beaucoup de questionnements concernant la maladie. Alors d'abord, les symptômes principaux, donc je pense que tout le monde l'a entendu, mais je le répète une fois encore de façon générale, les symptômes principaux sont des symptômes qui sont des voies aériennes supérieures, donc c'est nez et c'est bouche à nouveau qui sont touchés, puisque comme nous venons de le dire, ce sont les endroits où le virus est en principe porté. Et en gros, ce sont des symptômes respiratoires qui peuvent correspondre à un rhume, donc enrouement, maux de gorge, toux, écoulement nasal. Et puis, si on va un peu plus loin, ça peut être un syndrome bronchique, donc ça descend un tout petit peu plus bas, avec expectoration, donc les gens toussent, crachent un peu, quelque chose qui ressemble, vous allez me dire, très fortement à la grippe en partie, mais également à tous les syndromes bronchiques et les syndromes des voies aériennes supérieures. Donc ça, ce sont les symptômes principaux. Un symptôme clé que l'on retrouve également chez le sujet âgé, qui en général est peu fébrile, c'est la fièvre. Donc on a des températures, quand on dit fièvre, c'est au-dessus, a priori, de 37,5, même 37,8, 9. Donc un 38, un 39, c'est pathognomonique, raison pour laquelle, très souvent, en dédouanant le problème au début de la pandémie, vous voyez que les gens étaient contrôlés et on leur prenait la température aux entrées de différents secteurs, notamment aéroports, grands magasins, etc. Ensuite, au niveau des symptômes, peut-être répertorier quelque chose que l'on a retrouvé relativement récemment. Certains patients, rares sont-ils, mais néanmoins on en a eu certains, qui sont arrivés aux urgences avec un récit de 1 semaine, 10 jours de diarrhée. Alors, quand on dit diarrhée, c'est une fréquence, donc c'est des selles défaites fréquentes. Donc, c'est plus de 5 selles par jour, une dizaine de selles par jour, liquides. Et ces patients-là, dans un second temps, ont développé des symptômes respiratoires. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit dans les médias, mais également surveiller les personnes qui ont des symptômes étranges, digestifs, accélérateurs du transit. Un état fébrile, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous fait penser immédiatement à la gastro-entérite. Il faudrait, au niveau médical, et maintenant on le sait, suivre davantage ces patients, éventuellement, dans un second temps, s'ils développent des symptômes respiratoires, les tester. Les complications, on a l'impression que ce sont des complications différentes de celles que ferait un autre coronavirus, comme celui qu'on avait vu au moment du SRAS ou au moment de la grippe. Non, ce sont pratiquement les mêmes, à savoir une détresse respiratoire qui, à cause d'une pneumonie qui devient bilatérale, donc les poumons sont occupés par le germe et ce qu'il crée au niveau des germes, ça veut dire des sécrétions abondantes, empêche la respiration et du coup, ce qui se passe, c'est que la ventilation devient de plus en plus difficile. Ça, c'est ce que l'on voit dans n'importe quelle maladie respiratoire évolutive de type pneumonie bilatérale. Ce n'est pas uniquement lié au coronavirus. Simplement, le coronavirus évolue plus souvent
dans ce type de pathologie, ce qui fait qu'on a un potentiel de patients, notamment ceux qui sont plus fragilisés, qui vont être atteints sérieusement au niveau respiratoire, ne plus pouvoir oxygéner suffisamment leur sang et de ce fait vont devoir être ventilés pour justement avoir suffisamment d'oxygène pour apporter aux tissus et notamment aux tissus nobles, cœur et cerveau, par des respirateurs. D'accord ? Mais la conséquence soins intensifs respirateurs, elle n'est pas liée uniquement au virus corona. C'est une conséquence du problème pneumonique qui touche les deux plages pulmonaires. Après, dans ces complications, il faut bien se dire que on a beaucoup entendu dans la presse les patients âgés, les patients fragiles. Oui, il est clair qu'une catégorie de patients âgés, et souvent les patients âgés sont plus comorbides, ça veut dire qu'ils vont avoir plus de pathologies qui font qu'ils vont être non seulement en raison de l'âge plus fragilisés que la moyenne des gens, et donc on répertorie diabète, hypertension artérielle, maladies chroniques comme des fragilisateurs potentiels dans l'évolution de la maladie. Ne pas oublier que les pathologies tumorales, les patients qui ont des antécédents, un suivi tumoral quel qu'il soit, sont aussi fragilisés par le fait qu'au niveau de leur défense immunitaire, ils vont être moins compétents pour se défendre par rapport au virus. Donc ne pas oublier les pathologies tumorales qui font partie aussi des fragilisateurs. Les facteurs de risque, donc, je pense qu'avec un petit peu ces données, on est un peu plus au clair. Le patient âgé, par le biais de son âge, je le répète, est lui déjà fragilisé. Maintenant, pourquoi ? Parce que probablement le système immunitaire, qui est celui qui nous permet de nous défendre contre une quelconque infection, corona compris, est un tout petit peu moins compétent, l'âge avançant, que chez l'adulte. Donc, de toute façon, le sujet âgé, même d'ailleurs dans la grippe banale, il va évoluer et on doit le protéger davantage que l'adulte, comme les enfants, dit-on, en très bas âge. Et là, c'est un peu la différence, parce qu'à l'heure actuelle, sur le peu de connaissances que l'on a, les enfants en très bas âge semblent en tout cas contracter moins le virus. Mais à nouveau, ce sont les données liées à ce que l'on a comme connaissance clinique actuelle, mais évidemment tout cela va être petit à petit répertorié probablement sur des études qui vont être mondiales et qui vont recueillir et recenser un maximum de données par rapport à des populations et des âges de population. Il y avait encore plusieurs questions par rapport à une thématique que l'on aborde, mais de façon, je dirais, avec beaucoup de précautions, qui est celle des traitements. À l'heure actuelle, évidemment, le virus, on le découvre. Les traitements, on tente d'utiliser ce qui semble le plus plausiblement utile, mais évidemment, on n'a pas de conseils thérapeutiques stricto sensu à donner par rapport au traitement, si ce n'est que certains antiviraux marchent, et notamment ceux que l'on utilise pour le virus du sida, donc le HIV, et souvent en association avec le médicament dont on a beaucoup parlé, qui est la chloroquine, qui est un médicament utilisé essentiellement contre la malaria. Et souvent, on a aussi trouvé qu'il y avait une certaine efficacité de certains traitements immunosuppresseurs que l'on utilise dans d'autres maladies chroniques déjà. Donc l'idée à l'heure actuelle, c'est qu'il y aura développement d'études qui permettront de mieux screener et de savoir si plusieurs, lequel d'entre eux, de ces médicaments éventuellement, vont être les plus utiles. En l'absence de tout vaccin, puisque à l'heure actuelle, le seul traitement serait la vaccination contre le virus, les vaccins sont en cours de développement et une fois qu'on aura un vaccin, c'est comme pour les autres vaccins, comme pour celui de la grippe, effectivement, le seul traitement qui éradiquera ce virus-là sera le vaccin. Un mot peut-être sur la quarantaine, ce terme qu'on entend beaucoup, qui est un terme générique. On devrait plutôt parler de quinzaine, de quatorzaine, puisque c'est une durée indispensable à maintenir en état totalement confiné, c'est-à-dire isolé chez soi, lorsqu'on est suspect d'avoir contracté le virus. Soit parce qu'on a les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure, que la docteuresse Bonada a décrits, soit parce qu'on a fait un test qui s'avère positif. Et dans ce cas, la règle est très stricte. On doit malheureusement rester seul, isolé chez soi,
et n'avoir aucun contact avec l'entourage pendant au moins 2 semaines après la fin des symptômes. Donc là aussi, on est encore un peu en train d'étudier la durée exacte qu'il faudrait. Donc ce terme de quarantaine qui fait un peu peur, pour rassurer, ce n'est pas 40 jours, c'est un peu moins, heureusement. Il n'empêche que le problème de l'épidémie qui nous touche actuellement implique beaucoup de conséquences psychiques. On sait que c'est plus peut-être qu'une maladie qui touche un individu, c'est un problème général qui inquiète beaucoup la population, de par le fait qu'il y a une ampleur énorme, qu'on a l'impression de ne pas maîtriser le problème, d'être dans une incertitude par rapport au devenir de cette épidémie. Et donc, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de problématiques type troubles anxieux, voire phobie qui peut se développer. Donc, il y a un problème qui est plutôt le problème aigu qu'on vit actuellement avec l'épidémie active, et puis une partie qui pourra se développer, qui sera les conséquences à plus long terme de cette situation qui nous perturbe. Alors, il y a un aspect sur le psychisme, et puis il y a des aspects sur le comportement. Comportement qui va se modifier. On nous impose une modification du comportement, de rester confiné, d'éviter les relations sociales. Toutes des choses qui habituellement sont plutôt positives et qu'on nous recommande comme saines pour la santé. Et bien là, on doit inverser un petit peu sa manière de faire, sa vision des choses et se restreindre. De différentes manières, là aussi, c'est un domaine qui est particulier à chaque région. Donc nous, ici en Suisse, heureusement, on est un petit peu mieux lotis que des pays environnants. Alors, quelles sont les difficultés qui ont trait justement à ces adaptations, à ce confinement que l'on vit depuis quelques semaines? Des conséquences qui touchent l'ensemble de la santé, donc également la composante physique. Donc on a vu que le fait de rester isolé diminue les activités, diminue l'activité physique, diminue des comportements qui sont sains, peut avoir une conséquence sur la masse musculaire, par exemple, si on reste trop longtemps immobile. Pour les personnes âgées, c'est particulièrement un souci. Donc, le déconditionnement physique est une chose importante. Et puis, la partie psychique liée au confinement, c'est principalement l'angoisse d'être isolé, de ne pas pouvoir entrer en contact avec ses proches, de se retrouver peut-être démuni face à l'apparition de la maladie, d'être contaminé, là aussi, une peur de la contamination, qui fait qu'on va avoir des comportements parfois excessifs d'isolement. Comme l'a souligné la doctoresse Bonada, ce n'est pas uniquement en sortant à l'air ambiant qu'on va attraper le virus, mais c'est principalement le contact, que ce soit par les aérosols ou par le contact de surface ou de personnes directes. Les difficultés liées au confinement, on ne les connaît pas encore exactement. On est en train de les découvrir. On a des expériences avec d'autres affections, d'autres épidémies qui ont nécessité un confinement. Heureusement, c'était rarement le cas chez nous. On a plutôt l'expérience par rapport à d'autres pays. Eh bien, on sait que malheureusement, pour certaines personnes, là aussi, chacun a des moyens d'adaptation qui lui sont propres, eh bien, pour certaines personnes, ça va avoir des conséquences assez graves et assez durables, comme des syndromes dépressifs, comme des états de stress post-traumatique, même après la résolution, on va dire, médicale ou sanitaire de l'épidémie. Ça, ce sont des choses qu'on va observer, mais il est important déjà d'y penser et peut-être de développer des moyens d'adaptation qui nous permettent de tenir sur le long cours et surtout de garder confiance en une reprise de la vie normale ou en tout cas de retrouver des activités qui nous sont saines et qui nous plaisent une fois que la situation le permettra. On a décrit les difficultés et les risques plus grands liés à l'âge. L'âge des seniors, défini par un âge au-delà de 65 ans, évidemment, c'est une limite arbitraire. On peut être en très bonne santé après 65 ans et inversement en moins bonne santé plus jeune. Néanmoins, pour les personnes de plus de 65 ans, ce message assez difficile à entendre, restez chez vous, vous courez un risque, ne sortez pas, faites-vous aider, peut avoir un aspect assez lourd et discriminatoire. On sait qu'à force d'entendre un tel message, il peut se développer un sentiment de culpabilité. On ne sait plus très bien où on en est. Est-ce que j'ai le droit? Je me sens capable, mais on me dit de ne pas le faire. Et là, il faut se méfier
d'un excès de confinement qui serait imposé aux personnes âgées par rapport aux personnes plus jeunes. Finalement, les règles de précaution sont les mêmes, quel que soit l'âge. La personne âgée qui est en capacité d'aller respirer, d'aller faire quelques pas, soit seule, soit accompagnée, dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire peut-être un petit jardin en bas de chez elle, un petit parc qui ne la met pas en contact avec un groupe de personnes et qui lui permet de bouger en sécurité, peut le faire. Respirer à l'extérieur n'est pas interdit, même si on a un âge plus avancé. Il est vrai qu'il faut éviter les endroits où on retrouve de la foule, comme les magasins, comme peut-être la rue qui est très fréquentée au centre-ville. Choisissez un endroit et un moment où vous vous sentez en sécurité, où vous ne côtoyez pas d'autres personnes, et sinon, faites-vous peut-être accompagner par une personne qualifiée qui vous montrera un petit peu les stratégies nécessaires à la sécurité. Donc oui, il faut garder un minimum de mouvement, bouger un peu, respirer, pour éviter un épuisement et un sentiment d'enfermement, voire un sentiment de claustrophobie, qui est un trouble anxieux qui peut se développer à force d'être chez soi. Et le grand chapitre, on aimerait savoir comment remédier et supporter ce confinement qui peut encore durer. Alors déjà, l'idée de base, c'est de rester dans cette perspective dynamique. Le confinement n'est pas éternel, il va s'alléger progressivement. On est maintenant dans cette phase où certaines mesures commencent à se déterminer pour limiter l'interdiction, par exemple, de sortir, d'aller dans tel ou tel endroit pour les soins à la personne notamment, qui pourrait faire du bien aussi aux personnes âgées, aller chez un soignant plus librement que ça a été jusqu'à présent. Se préoccuper de sa santé générale aussi. On a vu que pendant l'épidémie, tout était concentré sur le virus et certaines personnes n'allaient plus se faire soigner pour d'autres raisons, en se disant que en cette situation, ce n'était pas raisonnable ou alors ce n'était pas nécessaire pour soulager les hôpitaux, pour ne pas déranger tel ou tel médecin. Il faut reprendre ces habitudes d'être soigné normalement à partir de maintenant, début de la semaine prochaine, selon la date précise qui est définie par le Conseil fédéral. Donc se projeter dans l'avenir et déjà faire quelques petits projets. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me faisait plaisir? Ou qu'est-ce qui maintenant me ferait plaisir, que je ne peux pas encore faire, mais que j'aimerais pouvoir développer quand je retrouverai un peu plus de liberté. Ça peut être un projet motivant, stimulant, qui redonne une dimension positive à la période que nous traversons. Une chose très importante, c'est avec cet isolement, avec la restriction des sorties, la limitation des activités, on peut se retrouver dans un rythme, on va dire, vide d'ennui, sans temporalité sur la journée. Et là, il est très important de garder une structure dans sa journée, continuer à se lever aux heures à peu près habituelles, continuer à faire les activités de base, s'habiller, manger, faire de la lecture, peut-être de façon régulière sur la journée, et garder un sommeil qui est à peu près dans les mêmes heures que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc le fait d'être privé de grandes activités à l'extérieur ne doit pas empêcher un rythme un peu actif chez soi. C'est très important parce qu'avec l'âge, on perd plus facilement les repères et il y a un déconditionnement et une sorte de désorganisation qui peut s'installer. C'est mauvais pour les capacités cognitives et c'est mauvais aussi pour l'hygiène de santé plus physique, dont la docteure Bonada va parler brièvement. Alors il est clair qu'on donne des messages qui sont absolument à l'heure actuelle contradictoires par rapport à ceux que l'on donnait encore il y a juste un mois, à savoir l'âgé se déconditionne au niveau ostéo-articulaire et musculaire très rapidement, il va perdre très rapidement ses capacités et surtout la personne très âgée, donc au-delà de 85-90 ans. Et donc nous on martèle en tant que gériatre l'inverse, à savoir maintenir une mobilité minimale régulière. Évidemment, comme le disait le docteur Azegui, le confinement fait en sorte que dans un appartement, maintenir cette mobilité devient de plus en plus difficile. Donc, on peut imaginer, alors il est clair que les cours de gym projetés, etc., bon, l'âgé n'y a pas vraiment accès, mais on a, nous, certaines stratégies qui permettent, notamment avec certains centres de physiothérapie avec lesquels on est resté en activité, comme nous, en tant que gériatres, on a mis en place pour les patients les plus fragiles ou ceux qui se bougeaient avec le plus de difficultés, des stratégies qui sont celles de continuer
perpétrer en fait une prise en charge physiothérapeutique donc privilégiée à domicile et donner également certains exercices que plausiblement la personne peut faire, donc adaptés à l'âge et aux capacités de la personne pour que cette dernière, dans l'emploi du temps qu'elle a durant la semaine, garde en fait en mémoire pour pouvoir les reproduire. Donc l'idée c'est trouver des moyens et des exercices que la personne peut répéter et si elle peut le faire toute seule, elle le fera. On lui donne un horaire et on lui donne des consignes pour le faire le plus régulièrement possible. En général, un temps court et répété, même 2-3 fois dans la journée, 5-10 minutes. Des exercices, je dis bien simples, que la personne est capable de faire. Si on a besoin de plus, il y a des équipes de physiothérapie, tout comme on l'a en temps normaux, qui peuvent passer à domicile, stimuler les gens âgés à continuer justement à avoir un minimum de mobilité. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir le minimum de mobilité sécurisé à l'extérieur n'étant, à mon avis, pas interdit pour autant que les précautions sanitaires de distanciation sociale et de protection de base dont on a déjà parlé soient bien sûr maintenues. Et donc, la personne âgée qui fait un petit trajet régulier tous les jours au parc d'une 100-200 mètres en bas de chez elle, tout à fait sécurisé et sans avoir d'intervenant proche, c'est tout à fait possible, accompagné ou seul. Il est clair que la sécurisation par un accompagnant peut tout à fait faire en sorte que les choses se déroulent de façon plus aisée pour la personne âgée, justement. On va donc conclure sur ce message. Le confinement, oui, c'est une période difficile, pénible pour tous, pour les personnes âgées plus particulièrement avec des restrictions plus sévères. Néanmoins, il faut rester actif mentalement, développer ses ressources personnelles, ses capacités d'adaptation. Chacun en a et c'est le moment de les mettre en exercice. Nous avons tous un mécanisme qui nous permet de tenir si on mobilise justement ces capacités d'adaptation. Voilà, on vous remercie pour votre écoute attentive et également espérons très vite vous retrouver au sein de nos conférences. Et un message peut-être d'espoir pour nos aînés. Je n'ai moi que des exemples positifs de personnes qui tiennent validement le coup et qui s'inventent une vie différente. Et ça, c'est leurs moyens d'adaptation qui leur permettent, même en période de confinement.